Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais éclairer un terrain qui reste obscur pour beaucoup, et je vais le faire avec une lumière que, j'en suis sûr, on ne t'a jamais montrée auparavant. Tu vois, je viens te parler de la dépression et de cette apathie qui laisse ceux qui en souffrent sans force. Mais je ne viens pas te parler de la tristesse ni non plus du manque de volonté, parce que ce serait comme rester à la surface de l'information ou à ce qui se voit de l'extérieur. Tu vois? Non. Imagine que tu as une voiture électrique de dernière génération, un véritable bijou d'ingénierie. Tu montes dans ta voiture, tu t'installes au volant, tu démarres le moteur, tu appuies à fond sur l'accélérateur parce que tu es pressé. Tu dois arriver à un endroit important où l'on t'attend, mais la voiture ne bouge pas d'un millimètre et tu regardes le tableau de bord et là, c'est la dure réalité. La batterie de ta voiture est à 1%. Et tu traiterais ta voiture de paresseuse? Tu lui crierais dessus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas envie de voyager. Évidemment, tu ne le ferais pas. Et la raison pour laquelle tu ne le ferais pas, c'est tout simplement parce que tu as conscience que la voiture n'a pas du tout l'énergie physique qui lui serait nécessaire. Pour transformer ton intention d'y aller en un mouvement, eh bien, je veux que tu saches que le cerveau de quelqu'un qui souffre de dépression ou d'apathie vit exactement la même chose que ce que tu as expérimenté avec ta voiture. Pendant des décennies, la médecine nous a raconté l'histoire que la dépression est un déséquilibre chimique, qu'il te manque une pièce appelée sérotonine et qu'avec un patch chimique, un petit comprimé, tout s'arrange. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est comme essayer de réparer une voiture sans batterie en lui mettant un peu de désodorisant neuf sur le rétroviseur. C'est ça la comparaison. Et le vrai problème est bien plus profond que le manque de sérotonine. C'est une véritable panne dans la centrale électrique personnelle de celui qui en souffre. Et il est important que tu comprennes bien cela. La dépression n'est pas un état d'esprit, c'est un déficit thermodynamique. C'est-à-dire que ton corps a décidé qu'il n'a pas assez d'énergie pour garder toutes les lumières allumées et il a commencé à couper l'alimentation des départements internes qu'il considère comme des luxes, comme par exemple la joie, la motivation ou l'enthousiasme. Le système a merci. S'est brusquement retrouvé en mode d'économie d'énergie forcée, dans une sorte de véritable grève du zèle biologique. Tout simplement parce que sa propre réserve d'énergie cellulaire est désormais totalement épuisée et au niveau le plus bas. Et pour que tu comprennes pourquoi je te dis que ta tristesse ou celle de la personne qui souffre de cette situation a un voltage, je dois te présenter deux hommes qui sont en train de révolutionner la science officielle. D'un côté, j'aimerais que tu fasses la connaissance du docteur Chris Palmer. Chris est professeur à la faculté de médecine de Harvard et dirige le département de troisième cycle de l'hôpital McLean. Mais bien au-delà de tous ces titres et mérites, Chris est un psychiatre qui a passé des décennies à prescrire des pilules qui ne servaient souvent qu'à endormir le symptôme. Et il se sentait frustré parce qu'il voyait que ses patients ne guérissaient pas vraiment et que la seule chose qu'il parvenait à leur faire faire, c'était survivre. Jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter de consulter les livres de psychologie et a commencé à s'intéresser à ce qui se passait avec le carburant du cerveau. Et là, c'est là qu'entre en jeu mon autre grande référence, une figure qui pour moi est presque comme un héros de la science, le docteur Douglas Wallace. Douglas n'est pas seulement un scientifique, c'est un visionnaire qui a osé remettre en question le dogme central de la biologie moderne alors que personne d'autre ne le faisait. Imagine-toi, il y a plus de 40 ans, alors que toute la communauté scientifique était absolument obsédée par le noyau de la cellule et que tout le monde était convaincu que dans ces 23 paires de chromosomes que nous transmettent nos parents, était inscrite de façon inévitable notre condamnation ou notre salut, Wallace a décidé de regarder ailleurs et s'est intéressé à ces milliers de petits moteurs qui vivent
en dehors du noyau. Et il a découvert quelque chose qui a complètement changé l'histoire de la médecine. Il a découvert que chacune de ces structures possède son propre ADN. C'est-à-dire, pour que tu comprennes, il a découvert qu'elles ont un matériel génétique indépendant, une sorte de manuel d'instruction propre et privé que chacun de nous hérite, exclusivement de nos mères. Cette découverte a permis à Wallace de comprendre que nous sommes avant tout un flux constant d'énergie et, à travers ces décennies de recherche dans des institutions d'élite comme l'hôpital pour enfants de Philadelphie, Wallace a démontré que la médecine faisait erreur depuis plus d'un siècle, en commettant une erreur d'approche monumentale. Pendant que le système officiel s'obstinait dans le modèle anatomique, c'est-à-dire à chercher obsessionnellement quelle pièce de la voiture était cassée, que ce soit le cœur, le foie ou le cerveau, Wallace, lui, nous a proposé le modèle bioénergétique. Et ce qu'il nous dit avec sa théorie, c'est que si la production d'énergie dans ces petits moteurs chute ne serait-ce qu'un peu en dessous d'un niveau critique, l'organe le plus exigeant de ton corps sera le premier à montrer des signes de défaillance. Et comme tu le sais déjà, ton cerveau est le consommateur d'énergie le plus vorace que tu possèdes. C'est pourquoi Wallace soutient Merci. Il affirme avec conviction que 90% des maladies qui nous effraient aujourd'hui, de la maladie d'Alzheimer à cette apathie grise qui t'empêche peut-être de quitter ton canapé, ne proviennent pas d'un mauvais coup de tes gènes nucléaires, mais d'une centrale électrique qui a perdu la puissance nécessaire pour maintenir allumée la lumière de ta conscience. Maintenant, et pour rendre cela un peu plus agréable, j'aimerais que tu imagines ces deux génies, Palmer et Wallace, se rencontrant ici, dans mon laboratoire. Et toi, imagine Palmer avec ce regard de quelqu'un qui a toute une vie derrière lui et qui a vu énormément de souffrances humaines à Harvard, disant alors à son ami Wallace, « Douglas, mes patients sont... Ils sont éteints, et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont perdu cette étincelle dans les yeux, cette flamme qui te fait sauter du lit. Que faut-il faire ?» Et Wallace lui répond avec le calme de celui qui a trouvé la racine de tout et lui dit « Écoute Chris, c'est que leurs piles sont défaillantes, ce que tu appelles la dépression. » Wallace dit « Moi, j'appelle ça un manque de flux d'électrons. » C'est très simple, si la tension chute, l'esprit s'éteint. Et attention à cela, l'esprit s'éteint. Mais qu'est-ce qui s'éteint exactement? Où sont ces piles dont parle Wallace? Et pour le comprendre, il faut descendre au niveau le plus profond de notre biologie. Et ici, je veux que tu visualises cela avec moi. Tu vois, à l'intérieur de chacune de nos cellules, de chacune de tes cellules, il y a de toutes petites structures, vraiment minuscules, que dans les manuels scolaires nous appelons mitochondries. Et pense à elles comme à des milliers de petites dynamos. De ce type, comme celles que l'on trouve sur les roues des vélos pour allumer la lumière, et leur seul travail dans ce monde est de fabriquer la monnaie avec laquelle tu pourras ensuite acheter chaque seconde de ta vie, c'est-à-dire fabriquer l'ATP. Si tu as des milliers de ces dynamos tournant à plein régime dans chacune de tes neurones, ton esprit brille, mais si ces petites piles s'encrassent, ta tension chute. Et c'est ici qu'entre en jeu le concept de la cuisine froide. Imagine ton cerveau comme la cuisine d'un grand restaurant. La joie profonde ou la sérénité absolue sont comme les plats les plus exquis et raffinés que le chef souhaite préparer avec soin. Mais pour cuisiner véritablement, il est tout à fait évident qu'il te faut absolument du feu, et ce feu indispensable, c'est l'ATP. S'il n'y a pas de feu ardent sous les fourneaux de ta cuisine, peu importe que tu aies à ta disposition les meilleurs ingrédients du monde entier, tu ne pourras jamais réussir à cuisiner la joie si tu restes dans une cuisine totalement froide et sans énergie.
Et voici maintenant un concept tout à fait fascinant qui pourrait captiver pleinement ton attention. Il s'avère en réalité que la tristesse possède un voltage physique bien réel que nous pouvons tout à fait mesurer. Dans ce domaine, l'ingénierie de ton corps nous donne une leçon de physique absolument hallucinante. Parce que tu vois, tu pourrais me dire, José Maria, si mes batteries sont à 1%, comment vais-je faire pour bouger et les recharger? C'est un cercle vicieux. Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu un phénomène que, dans l'ingénierie, nous appelons la piézoélectricité. Sache que les os de ton corps ne sont pas seulement de simples poutres de soutien passives. En réalité, ces os sont constitués de minuscules cristaux que l'on appelle l'hydroxyapatite. Et il se trouve que ces cristaux possèdent une propriété tout à fait magique et fascinante. Lorsque tu les presses, lorsque tu les compresses mécaniquement en marchant ou en bougeant, il se trouve qu'ils génèrent automatiquement une tension électrique. Et c'est très intéressant parce que si tu y réfléchis calmement, tu te rendras compte que cela brise le mythe du « je vais attendre d'en avoir envie ». Je fais référence à ce fameux dicton que beaucoup de gens ont, que nous avons utilisé ou entendu, « je ne marche pas parce que je n'ai pas d'énergie ». Et la réalité, c'est que merci, tu génères de l'énergie parce que tu marches. Eh bien, en posant le pied au sol, la pression sur tes os agit comme le déclic d'un allume-gaz de cuisine. L'étincelle piézoélectrique qui se produit est celle qui envoie le signal de réveil à tes mitochondries pour qu'elles sortent de l'inactivité. Et ceci est une réalité qui, pour la physique, est presque un principe. C'est le mouvement qui génère le courant et non l'inverse. Chacun de nous est une lampe dynamo. Si nous ne tournons pas la manivelle, nous ne produisons pas de lumière. Et une fois que nous sommes arrivés ici, je dois maintenant te présenter quelque chose qui est vital pour que tu comprennes que, pour pouvoir récupérer ta souveraineté, tu dois le connaître, le RH2. Et ce RH2 est né dans l'un des laboratoires de biochimie les plus rigoureux du début du XXe siècle. Et l'homme qui était derrière cette mesure était le biochimiste américain William Mansfield Clark. Dans les années 1920, Clark cherchait un moyen de mesurer la pression des électrons d'une manière similaire, comme le pH mesure la concentration de protons. Et donc, il a proposé le terme RH2 qui, expliqué en des mots simples, est l'outil permettant de mesurer la puissance d'oxydoréduction relative, c'est-à-dire la façon de décrire le logarithme négatif de la pression partielle d'hydrogène gazeux qui serait en équilibre avec le système. Je sais, c'est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas du tout compliqué, je vais te l'expliquer très simplement. Tu peux imaginer et considérer le RH2 un peu comme s'il s'agissait de l'instrument de précision qui sert à mesurer avec exactitude toute la force de choc produite par tes électrons en mouvement. Imagine un instant que chacune de tes cellules soit comme une petite pièce où se déroule actuellement une immense et incroyable fête. Eh bien, à cette fête, les électrons sont les invités qui apportent la joie et la musique, c'est-à-dire l'énergie. L'oxydation, c'est la fumée et les déchets qui s'accumulent pendant la fête. Et quand un scientifique dit que le RH2 mesure la pression d'hydrogène, ce qu'il mesure en réalité, c'est combien d'invités, c'est-à-dire combien d'électrons il y a, qui poussent pour chasser la fumée hors de la pièce. Si le RH2 est bas, par exemple 22, cela signifie donc qu'il y a énormément de pression d'invités. Il y a tellement d'électrons que la fumée n'a tout simplement pas de place dans la pièce et par conséquent, elle reste propre et la fête bat son plein. Cela veut dire que tu es plein d'énergie et jeune. Mais si le RH2 est élevé, par exemple 30 ou plus, cela signifie que la pression des invités a chuté et que la fumée, c'est-à-dire l'oxydation, prend le dessus et commence à étouffer tout le monde.
Dans ces cas-là, la fête s'éteint, tu es oxydé et tu te retrouves à plat. En résumé, cet indicateur RH2 t'indique précisément si ton corps possède assez de force vitale pour expulser tous les déchets, ou si, au contraire, la rouille est en train de gagner la partie, tout simplement faute de pression électronique. Ceci étant clarifié, je vais maintenant revenir à ce que je te disais, car il se trouve que les choses ont changé depuis que Clark a découvert le RH2. Aujourd'hui, si l'on parle du RH2 appliqué à la santé et à la vitalité cellulaire, il est indispensable de mentionner l'hydrologue français Louis-Claude Vincent. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans les années 50, Vincent a repris les fondements de Clark et a développé ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bioélectronique de Vincent, la BEV. Et c'est Vincent qui a sorti le RH2 des tubes à essai du laboratoire pour l'appliquer au domaine biologique, c'est-à-dire au sang, à l'urine et à la salive. Et pour que tu visualises tout cela plus facilement, William Mansfield Clark a été celui qui a conçu l'échelle et la physique de l'instrument, c'est-à-dire la règle. Et Louis-Claude Vincent a été celui qui l'a mise en marche. Et il a compris que cette échelle servait à mesurer si la chaudière d'un être vivant, c'est-à-dire si ses mitochondries, étaient propres ou remplies de suie oxydative. Eh bien, la réalité, au final, c'est que le RH2 est un outil fascinant parce qu'il nous permet d'attribuer un chiffre exact à la pression électronique. Ce que je te disais, mesurer la tristesse, et si la valeur est très élevée, le système perd des électrons à grande vitesse, c'est-à-dire qu'il s'oxyde, et si elle est basse, le système dispose d'une bonne réserve d'énergie pour lutter contre l'usure. J'aimerais que tu ne le vois pas comme un chiffre ennuyeux sur un graphique, imagine-le comme un manomètre. De ces petits appareils, comme les petites montres avec une aiguille qui mesure la pression à l'intérieur d'une chaudière à vapeur dans un système de chauffage, tu as dû en voir. Quand ce manomètre indique un RH2 très élevé, cela signifie qu'il y a trop de pression d'oxydation à l'intérieur de tes cellules. Dans ce cas, imagine que la chaudière, ce qui lui est arrivé, c'est que elle s'est remplie d'une fumée noire et épaisse qui empêche de voir quoi que ce soit et qui menace de tout faire exploser. Et dans cet état de haute pression, tes mitochondries, ces petits haricots de lumière qui produisent ton énergie, se retrouvent face à un dilemme d'ingénierie critique. Un RH2 élevé, c'est comme si l'huile du moteur était pleine de copeaux de métal. Si tu ne nettoies pas cette huile et ne réduis pas l'oxydation, peu importe l'énergie que tu produises, le moteur continuera à se gripper. Et ici, tu vois la mitochondrie. C'est un outil très intelligent. Si elle sent que la pression du RH2 est trop élevée à cause de ce stress prolongé, d'une mauvaise alimentation ou d'un manque de repos, elle prend alors une décision technique radicale et elle le fait pour te sauver la vie. Elle entre dans ce que j'appelle une grève du zèle biologique. Et tu sais sûrement ce qu'est une grève du zèle. C'est quand les employés d'une entreprise décident d'appliquer le règlement de façon si stricte qu'en pratique, tout finit par s'arrêter. Eh bien, tes mitochondries font exactement la même chose. Elles arrêtent de produire de l'énergie pour que tu sois heureux, pour que tu aies envie de sortir ou pour que tu t'enthousiasmes pour un projet et elles se consacrent à autre chose. Tout leur effort a une seule chose, fabriquer des radicaux libres afin de se défendre contre toute cette pression interne. Ce que je t'explique là, c'est une manœuvre de survie pure et dure. Ta centrale électrique éteint les lumières de la conscience et tu vas voir ce que j'entends par lumière de la conscience. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, ce que tu appelles la joie ou la motivation, et elles les éteignent afin d'éviter que le système ne s'effondre et ne brûle de l'intérieur.
C'est pour cela que je te dis que la dépression, si tu la regardes d'un point de vue biophysique, est en réalité un mécanisme de défense de ton propre organisme. Et tu vas me dire, comment peux-tu être aussi sûr de ce que tu avances? Eh bien, regarde, je peux te l'affirmer ainsi parce que la science de pointe, avec le docteur Robert Naviaux à la tête de l'Université de Californie, a découvert ce qu'il appelle la réponse de danger cellulaire. Naviaux a démontré que nos mitochondries ne sont pas de simples piles muettes. Il a découvert qu'elles sont des capteurs et qu'en plus, elles sont ultra sensibles. Et lorsqu'elles détectent que la pression interne, c'est-à-dire ce RH2 dont je te parle, est trop élevée ou que l'environnement est hostile, elles changent tout simplement de fonction. Comme je te le disais, elles arrêtent de produire de l'énergie pour l'extérieur et se replient dans une véritable forteresse de défense. Pense-y avec cette analogie technique. Imagine le tableau électrique de ta propre maison. Chez toi, tu as une puissance souscrite, mais soudain tu oublies et tu branches le four, la machine à laver, la climatisation, le fer à repasser et la télévision. Que se passe-t-il alors? Eh bien, le disjoncteur saute. Le système coupe le courant de façon automatique et il le fait pour éviter que les câbles ne brûlent et que la maison ne prenne feu. C'est un système de protection que nous connaissons tous. Eh bien, applique maintenant ce système de protection au corps. Il se trouve que ton cerveau est l'organe le plus coûteux à entretenir. Il consomme 20% de toute ton énergie et dans ce budget, il se trouve que la joie, l'enthousiasme et la motivation sont les appareils électroménagers qui consomment le plus. Ce sont vraiment un luxe biologique et lorsque tes mitochondries détectent qu'il n'y a tout simplement pas assez de puissance, le disjoncteur de ton cerveau finit par sauter. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, la dépression est un véritable interrupteur qui finit par s'abaisser automatiquement pour ta propre sécurité. Et lorsque la dépression ou l'apathie apparaît dans la... Le système n'est pas en train de punir celui qui en souffre avec la tristesse, non. Ce qu'il fait, c'est appliquer une coupe budgétaire d'urgence. C'est ainsi que tu dois le voir. Le système éteint l'éclairage décoratif et dans ce cas, la joie. Et il le fait pour s'assurer que les services minimums, par exemple le cœur ou les poumons, continuent de fonctionner. Et c'est pour ça que je te dis que la dépression, si tu la regardes, du point de vue de la biophysique, ce n'est pas un défaut de fabrication et ce n'est pas non plus une maladie. C'est un mécanisme de défense brillant de ton organisme pour éviter un effondrement total. Comme le dit très bien le docteur Douglas Wallace, la conscience et l'humeur sont des propriétés qui n'émergent que lorsqu'il y a un excédent d'énergie. Et s'il n'y a pas d'excédent, il n'y a pas de fête. Ainsi, quand quelqu'un se sent dans l'obscurité, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce que son système est tellement intelligent qu'il a préféré baisser la lumière avant que ses circuits ne brûlent. Celui qui souffre de dépression, en réalité, n'est pas mal psychologiquement parlant. Ce qui se passe, c'est que ces moteurs ont réduit les révolutions au minimum pour éviter que la chaudière n'explose. Ces mitochondries sont en grève du zèle. Et ce qu'il perçoit comme un manque d'envie de vivre, techniquement, n'est en réalité qu'une grève des bras croisés de ses propres cellules. Comprends-le bien, et tout cela est ainsi parce que l'environnement dans lequel elles vivent est trop acide et trop oxydé. Je vais te le dire autrement, cette tristesse persistante, cette grisaille qui s'installe et ne part pas, même si les circonstances changent, c'est le symptôme d'une centrale qui fonctionne en mode d'urgence de façon chronique. C'est un système qui, face à une menace persistante, quelle qu'elle soit chimique, physique ou émotionnelle, a décidé de laisser les lumières éteintes pour protéger toute la structure. Et ici, il y a quelque chose de vital à distinguer.
Une tristesse ponctuelle due à une perte ou à un passage difficile, c'est une réponse humaine, naturelle. Mais lorsque cette sensation devient un état habituel, ce que l'on vit, c'est une décision technique de tes mitochondries. Selon les travaux menés par le docteur Robert Naviaux, le véritable problème n'est pas simplement le fait d'entrer dans ce mode de danger, mais réside plutôt dans le fait que le système finit par perdre totalement sa capacité naturelle d'en sortir. Et il est très important de bien comprendre cela. Les cellules restent piégées dans le bunker parce qu'elles sont convaincues que l'orage électrique, celui dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente, est toujours là dehors, même si en réalité la journée est magnifique et qu'il y a un soleil radieux. Et c'est ici. Et alors, lorsque la greffe de zèle biologique des mitochondries devient indéfinie et que le budget énergétique est gelé. Par conséquent, ce n'est pas que la personne qui en souffre ait cessé d'être joyeuse. C'est que Subcentral a décidé que, pour éviter qu'elle ne brûle de l'intérieur, la joie n'est pas une priorité dans cet état d'exception. Et comprendre cela est la première étape pour arrêter de se blâmer et pouvoir enfin commencer à nettoyer toute cette suie des fourneaux une bonne fois pour toutes. Parce qu'une fois que tu sais que celui qui souffre de dépression ou d'apathie n'est ni faible ni paresseux, mais qu'il a simplement la chaudière encrassée et les fourneaux éteints, alors analysons maintenant ce qu'il faut faire pour reprendre le contrôle. Et la mission n'est pas de s'obliger à être joyeux, entre autres choses, parce que c'est tout simplement impossible s'il n'y a pas d'énergie. La mission est de donner aux mitochondries ce dont elles ont besoin pour recommencer à produire de la lumière. Et tu verras, aujourd'hui, je ne vais pas te donner de remède magique. Ce que je vais faire, c'est t'expliquer comment tu peux réparer l'infrastructure afin de pouvoir ensuite trouver plus facilement la solution émotionnelle. Et tu verras que c'est quelque chose de très simple. Mon objectif est de t'expliquer comment mener à bien le sauvetage, technique de toi de moi ou de la centrale électrique. Si la batterie d'une voiture est morte, tu auras beau parler à la voiture, l'encourager ou changer l'huile, cette voiture ne démarrera pas. Eh bien, les mesures que je vais te donner sont les véritables pinces pour que le système retrouve de la tension. Une fois la tension établie, alors, et ce n'est qu'alors que la personne pourra entamer une thérapie, prendre des décisions ou reprendre sa vie en main. Autrement dit, il s'agit de la première étape, du premier pas qui permettra de partir. Et ici, la première chose à réaliser dans cette première étape, dans cette première phase, est de réduire la pression de RH2. Et pour cela, je dois vous parler d'eau et de sel vierge. Et non pas par hydratation, mais par conductivité. Je t'expliquais tout à l'heure que le RH2 est comme ce manomètre de la chaudière qui mesure l'oxydation, c'est-à-dire la fumée interne que tu as dans le corps. Et si cette valeur est au plafond, alors les haricots de lumière, c'est-à-dire tes mitochondries, continueront leur grève de zèle pour ne pas exploser. Eh bien, il faut la faire baisser. La pression, et pour y parvenir, il faut commencer par être vraiment très exigeant sur ce que l'on boit, car nous sommes un semi-conducteur liquide. Et pour que l'électricité générée par tes os, la piézoélectricité, celle dont je te parlais, puisse voyager jusqu'au cerveau, l'eau des cellules doit être un conducteur d'électricité efficace. Et pour y parvenir, il est important de toujours rechercher de l'eau de source à faible minéralisation. Mais cela ne suffit pas. Fais bien attention à ceci, car à cette eau, tu dois lui redonner la vie. Tu dois lui apporter la minéralisation nécessaire pour qu'elle retrouve sa conductivité. Et pour cela, il faut y ajouter quelques grammes de sel vierge. Et pour cela, il ne faut pas utiliser n'importe quel sel raffiné du supermarché, car ce sel blanc qu'on te vend dans les supermarchés n'est que du sodium pur. Nous avons besoin des électrolytes que notre corps reconnaît, et ce sont ceux qui restent dans ce sel.
un sel vierge provenant de salines naturelles où le soleil et le vent ont fait tout le travail de séchage. Et dans ce cas, je te parle du sel celtique ou du sel de Bretagne ou de sel provenant de salines équivalentes. Je ne te parle que de ce sel vierge parce que c'est celui qui va apporter au corps le magnésium et le potassium, qui agissent comme les clés qui ouvrent ou ouvriront le passage du gaz dans les brûleurs des mitochondries. Sans ces minéraux, l'eau n'a pas de conductivité et devient un isolant. Et avec eux, il se trouve que l'eau devient un véritable conducteur de vie. Ce qui permet à tes mitochondries de recommencer à fabriquer de l'ATP et, par conséquent, de faire baisser la pression de la chaudière. Mettre de l'eau de source avec du sel, c'est comme remplacer les vieux câbles rouillés d'une maison par de la fibre optique de haute qualité, et tu parviens à améliorer le taux de transfert de données de ton système nerveux. Mais en plus de cette hydratation de précision, les mitochondries ont aussi besoin du chargeur sans fil de la nature, la lumière du soleil. Et ce que je te dis n'est pas pour que tu bronzes, pour avoir bonne mine et donner l'impression que tu reviens de la plage. Non, ceci est la base de la photobiomodulation. En d'autres termes, recherchez la lumière de l'aube ou celle du crépuscule. Est-ce la lumière rouge ou infrarouge qui pénètre? On le trouve dans les tissus et il active directement les moteurs mitochondriaux. Vous voyez, cette lumière qui, comme je vous le dis, apparaît principalement à l'aube et au crépuscule, active une protéine spécifique dans les mitochondries appelée cytochrome C, oxydase. Et c'est littéralement le doigt qui appuie sur le bouton ON dans la chaîne de transport d'électrons. Si vous n'avez pas de fréquence lumineuse, le moteur, tout simplement, merci. Le système cale et par conséquent, la photobiomodulation n'est pas une option. Il est absolument nécessaire d'un point de vue biologique de pouvoir redémarrer les moteurs. Et ici, je te répète ce que tu m'as déjà entendu dire dans d'autres vidéos. Si tu vis dans une région où le soleil se fait rare, il existe d'autres solutions. La première, ce sont les lampes à infrarouge. Et ici, il est important de faire une précision. La lampe à infrarouge ne doit pas être considérée comme un luxe, mais comme un véritable complément lumineux. De la même manière que si tu ne manges pas bien, tu finis par prendre une vitamine, si tu n'as pas de soleil, tu dois compenser le manque de ces photons que tes mitochondries attendent pour pouvoir fonctionner. Surtout si tu veux sortir d'une situation comme celle-ci. Et pour qu'une lampe serve de doigt qui appuie sur le bouton ON de la cytochrome C oxydase, il faut qu'elle émette dans une fenêtre très spécifique appelée le spectre thérapeutique. Et ici, garde à l'esprit que tu vas rencontrer deux types de lampes infrarouges. Et fais attention à ce que je vais te dire pour que tu puisses choisir correctement celle dont tu as besoin parce que tu vas voir. D'un côté, il y a la lumière rouge à 160 nanomètres ou nanomètres. Et cette lumière est une lumière à ondes courtes qui reste à la surface, sur la peau, dans le tissu le plus externe. C'est une lumière fantastique pour la régénération, mais pour la dépression ou l'apathie, nous avons besoin d'aller plus en profondeur. Et donc, il y a celle qu'on appelle la lampe à infrarouge proche, qui atteint 850 nanomètres. C'est la clé. Et cette fréquence, celle de cette lampe, est invisible à l'œil humain, mais elle est capable de traverser les os et d'atteindre le tissu cérébral. C'est celle-ci qui interagit réellement avec l'eau structurée de tes cellules et qui la stimule. Elle pousse tes mitochondries à redémarrer. Et ici, je veux te faire une précision. Garde à l'esprit que la lumière ne voyage pas en ligne droite, elle se déplace en ondes comme les vagues de la mer, et le nanomètre, ce qu'il mesure, c'est la distance entre une vague et une autre, un peu comme la foulée de la lumière. Eh bien, dans le cas des lampes, nous parlons aussi de deux types de foulées différentes. La première est la foulée de 660 nanomètres. C'est une lumière rouge visible qui a la taille exacte pour heurter les récepteurs de ta peau et les réparer. Et ce rouge de 660 nanomètres,
c'est ce qu'on appelle une foulée courte qui est presque entièrement absorbée. Par l'hémoglobine du sang et la mélanine de la peau, pour que tu comprennes, c'est comme essayer de traverser un mur avec une balle en caoutchouc. Elle rebondit ou reste collée. Pour une blessure sur la peau, c'est absolument génial, mais pour la centrale électrique du cerveau, ça ne fonctionne pas parce que ça n'arrive pas jusque-là. Et ensuite, il y a la foulée de 850 nanomètres. C'est une lumière invisible, c'est-à-dire infrarouge, et qui a une foulée plus longue et plus puissante, et est capable de traverser tes muscles et tes os pour atteindre tes organes internes. Cette fréquence d'infrarouge proche a la mesure exacte pour se faufiler entre les cellules et l'eau des tissus sans être absorbée. Est-elle capable de traverser l'os du crâne? Merci. Et d'atteindre le cortex cérébral. C'est précisément la clé unique qui s'adapte parfaitement à la serrure des mitochondries les plus profondes de nos cellules. Si la clé, c'est-à-dire la foulée de la lumière, ne mesure pas exactement ces nanomètres, alors elle ne s'adapte tout simplement pas au récepteur de ta mitochondrie et le moteur ne démarre pas. Si ce que nous voulons, c'est réveiller un cerveau éteint, nous avons besoin d'une lampe dotée de l'ingénierie de précision capable d'émettre exactement au pic des 850 nanomètres. Parce que c'est précisément cette fréquence qui a l'autorisation de traverser tout ton crâne pour atteindre directement et efficacement tes neurones. Pour te donner un exemple, c'est comme syntoniser une station de radio. Si tu dévies un peu du cadran, au final, tout ce que tu entends, c'est de la friture. Mais à 850 nanomètres, le signal arrive net, le cytochrome C oxydase le reçoit et le moteur mitochondrial redémarre enfin. Mais il y a une chose de plus, il ne suffit pas d'avoir cette lumière. De plus, il est important qu'elle ait de la puissance, c'est-à-dire de l'irradiance, parce que, comme tu peux le comprendre, ça ne sert à rien d'avoir la bonne fréquence si ensuite l'intensité est si faible qu'elle n'atteint pas la cible. Si tu ne le gardes pas à l'esprit, ceci. Au final, ce serait comme essayer d'éclairer le fond d'une piscine avec une allumette. Ce qu'il te faut, c'est un projecteur qui ait la force nécessaire pour pousser ces photons vers le bas. Alors, n'oubliez pas, recherchez des panneaux LED à usage thérapeutique et ces ampoules à filaments rouges d'antan. Ces structures enroulées génèrent beaucoup de chaleur, qui est de l'infrarouge lointain, mais une très faible intensité aux fréquences qui activent le cytochrome C, oxydase. Les panneaux LED modernes permettent de recevoir une dose massive de photons au démarrage sans brûler la peau. Très important. Et pour que tu comprennes, un exemple de plus. C'est comme comparer un jet d'eau sous pression qui serait la LED à une brume de vapeur qui serait l'incandescente. Pour quelqu'un, merci. Pour une personne apathique ou dépressive, savoir qu'il existe une clé physique capable de traverser l'os et d'activer son moteur biologique. C'est une information incroyablement puissante et aujourd'hui, je te la transmets. Parce que tout cela cesse d'être quelque chose d'émotionnel pour devenir un véritable entretien matériel que tu peux réaliser toi-même. Et c'est la première étape pour la récupération. Mais fais attention, car il existe d'autres voies, en plus de celles dont je viens de te parler, comme les lampes infrarouges. Et au cas où tu n'aurais pas accès au soleil ou à une lampe infrarouge, les saunas peuvent aussi t'aider, par exemple. Mais pas n'importe quel sauna. Seuls les saunas à infrarouge proche ou NIR sont efficaces. Et ceux-ci sont généralement des cabines équipées d'ampoules spéciales qui ne chauffent pas autant l'air, mais qui t'inondent de cette lumière qui pénètre en toi. Ce sont ces saunas qui sont utiles pour le protocole de démarrage mitochondrial dont a besoin quelqu'un souffrant d'anxiété, de tristesse ou de dépression. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi le froid, comme une douche froide d'1 minute. Ce n'est pas une punition, c'est un véritable redémarrage forcé du système
car le froid active ce que l'on appelle la graisse brune, qui est un tissu composé entièrement de mitochondries. Et lorsque le corps ressent le froid, et que ce froid est extrême, les mitochondries reçoivent un ordre de priorité maximale. Brûlez de la graisse et produisez de la chaleur, c'est-à-dire de l'ATP. Ainsi, prendre une douche froide, c'est comme donner une impulsion, un coup de pouce à une voiture en descente pour que le moteur démarre par compression. C'est une solution de plus. Mais maintenant, passons au dernier point, le troisième point du protocole. N'oublie pas l'importance des électrons avec leur charge négative. Il faut marcher pieds nus sur la Terre dès que possible, et voici pourquoi. Comprends-moi bien, ce n'est pas de cela que je parle, ou non. Je ne t'invite pas à ce que certains appellent se connecter à la Terre-Mère dans un sens mystique, non. Ce que je fais, c'est te parler de physique de surface. La dépression, et surtout la dépression prolongée, génère un excès de charge positive, c'est-à-dire un excès d'oxydation. Et le grounding, le contact avec la Terre, est la façon la plus simple de vider ce cendrier électrique que traîne quelqu'un qui traverse une telle situation. En touchant la Terre, les électrons, qui ont une charge négative, montent dans ton corps pour neutraliser le RH-ALP. Et ce que l'on obtient avec une décharge de pression, c'est que la mitochondrie ressente que le danger est passé et que tu peux sortir de la grève de zèle. Et voici une solution alternative. Si tu vis dans un étage élevé au centre d'une ville ou si tu n'as pas de parc à proximité, il existe aussi une autre option. Il existe des tapis de connexion à la terre ou de grounding et il existe aussi des draps pour que tu puisses les utiliser dans ton lit. Ce sont des dispositifs techniques qui se branchent à la prise de terre de ta maison et qui te permettent de décharger cette électricité statique et de recevoir des électrons pendant que tu dors ou pendant que tu travailles. C'est une solution d'ingénierie à un problème d'isolation moderne, rien de plus. Eh bien, tu connais déjà la voie à suivre, mais bien sûr, nous nous connaissons déjà et je peux aussi m'imaginer ce à quoi tu es probablement en train de penser. Et qu'après tout ce qui s'est passé pour quelqu'un qui souffre de dépression ou d'apathie, tu dois te dire que venir affirmer qu'en buvant de l'eau salée, en prenant le soleil et en marchant pieds nus sur la terre, la situation se résout. Cela pourrait sembler être une solution simpliste, voire une insulte. Mais ici, s'il te plaît, fais attention à cela. Je ne te dis pas qu'il faut avoir la force de le faire. Ce que je te dis, c'est qu'avant tout, il faut réparer le câblage. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit de physique. Je ne cherche pas à ce que la personne se sente bien le lendemain du début. Ce que je cherche, c'est que ces cellules cessent d'être en mode survie afin qu'enfin elle puisse trouver qu'elle a la tension nécessaire pour pouvoir commencer à se battre. Parce que, comme je te le disais avant, tout est propre. Dans son ADN, il n'y a rien d'autre à faire que dépoussiérer, enlever la suie. Et c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir sortir d'une situation d'apathie ou de dépression. Et j'aimerais que tu gardes cela gravé en toi. La personne qui souffre de ces situations n'est pas un patient atteint d'une maladie mystérieuse. C'est une personne comme toi ou comme moi à qui il faut apporter de l'aide. Découvrir que son apathie est un problème technique d'alimentation électrique. Il ou elle n'est pas cassé et son plan de santé parfaite est toujours là. Écrit dans son ADN avec pour seul problème qu'il ou elle n'avait pas ou n'a pas l'attention suffisante pour le lire. Et si c'est ton cas, à partir de maintenant ou à partir d'aujourd'hui, lorsque tu sentiras que tu n'en peux plus, ne te blâme pas. Comprends simplement que ta batterie est à 1% et commence à en prendre soin. De la même façon que tu ne t'en prendrais pas à ta voiture parce qu'elle ne démarre pas, ne t'en prends pas à toi-même. Donne-toi de la lumière, connecte-toi à la terre, que ce soit dans la nature ou avec ton tapis de mise à la terre. Donne-toi de l'eau de source avec du bon sel et laisse tes moteurs pour mieux redonner de l'éclat à ta vie. Mais prépare-toi, car si aujourd'hui nous avons compris pourquoi la lumière s'éteint,
Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ce qui se passe quand la lumière est là. Mais pourtant, tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit parce que la vitre s'est embuée. Dans la prochaine vidéo, je vais plonger directement dans le brouillard mental et dans ce que la médecine étiquette comme TDAH, qui n'est rien d'autre que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. As-tu l'impression de penser à travers un rideau de fumée? Que tes idées glissent dans ton cerveau sans laisser de traces? Aujourd'hui, on nous dit que le TDAH, c'est un défaut de fabrication. Mais je vais te démontrer que ce n'est pas un manque d'intelligence, mais encore une fois, un problème de conductivité bloquée. Imagine un instant une télévision dernier cri dont l'écran est tout couvert de taches de graisse. L'image est bien là, elle est même parfaite à l'intérieur. Mais pour toi, tu ne parviens plus à voir qu'une chose totalement floue. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler qui est l'intrus métallique qui salit ton processeur. Et surtout, comment nous allons passer le chiffon pour que ton esprit puisse redevenir un cristal transparent. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service. Si tu la partages, parce que, tu vois, tu m'aideras à diffuser le savoir pour que plus de personnes cessent d'être des patients et redeviennent maîtres de leur propre vie. Je t'invite à continuer toujours de l'avant. Et tu le sais déjà, je te lis dans les commentaires.